Zozo l'abri dans ce qu'elle est là. Zozo l'abri dans ce qu'elle est là. Zozo l'abri joue le bambou là. Zozo l'abri joue le bambou là. Wouh. Wouh. Sanité Dédé, prends-moi dans tes bras. Santé Dédé, prends dans tes bras. Comme la chaleur en Mardi Gras. Comme la chaleur en Mardi Gras. Merci, Paul. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez, chaque année, il y a des voix qui s'éteignent, il y a des gens qui nous quittent. Chaque année, c'est le cas. Mais disons que depuis un an, ça a été particulièrement éprouvant sur ce front-là, on peut le dire, hein? Il y a des voix importantes qui sont éteintes dans le paysage de la littérature québécoise. Et on a eu très, très envie, à l'organisation du Salon du Livre, de vous présenter ce cabaret de la mémoire vivante. Alors, cabaret de la mémoire d'abord, parce qu'on vous propose d'entendre les voix de 4 auteurs-autrices qui nous ont quittés. Cabaret de la mémoire vivante, parce qu'on va placer dans une logique de filiation, d'héritage, associé à ces voix-là, 4 voix bien vivantes. Il y a 4 auteurs-autrices qui vont monter sur scène et qui vont présenter un extrait de leur travail qui est inspiré, directement inspiré de ces voix qu'on célèbre. Alors, les extraits de nos 4 disparus, ils ont été choisis par ces auteurs bien vivants, c'est important de le souligner. Ils ont choisi des extraits de Serge Bouchard, de François Blais, de Marie-Claire Blais et de Simon Roy, notre cher Simon, qui est parti tout récemment. Et donc, ces auteurs vont ensuite monter sur scène et vont lire des bouts de textes à eux. Les textes de nos disparus vont être lus par nul autre qu'Émilie Bibeau, qui nous fait le bonheur d'être avec nous ce soir. Et on va être accompagné en musique, vous l'aurez compris, par M. Paul Carniello. Voilà, bienvenue. Bienvenue à ce cabaret de la mémoire vivante. C'était un homme de radio immense. Il a animé à Radio-Canada des émissions phares comme De remarquables oubliés, Une épinette noire nommée Diesel et bien sûr Les chemins de travers. Il a co-animé également, parmi bien d'autres projets radiophoniques, l'émission C'est fou, les dimanches soirs, aux côtés de Jean-Philippe Plot. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont L'homme descend de l'ours, C'était au temps des mammouths laineux, et un que j'aime tout particulièrement, Les yeux tristes de mon camion, livre paru chez Boréal, comme la plupart de ses livres. Les yeux tristes de mon camion, qui lui avait mérité le prix du gouverneur général en 2017. On peut dire qu'il nous a aidés à mieux comprendre le territoire sur lequel on vit, territoire auquel il était formidablement attaché. On peut dire qu'il nous a aidés à mieux nous comprendre. Il s'est éteint le 11 mai 2021. Émilie Bibeau va nous faire entendre les mots de Serge Bouchard, donc. Et versant héritage, alors Aya Vilek est parmi nous, héritière de Serge Bouchard. Née à Dakar en 1980, elle est enseignante, mère de 2 enfants. En 2007, après avoir poursuivi des études en France, elle est arrivée au Québec. Elle a vécu à Jonquière, à Montréal. En 2019, elle a publié un très, très beau recueil de nouvelles qui s'intitule Le Marabout. C'était chez VLB Éditeur, recueil qui est en cours d'adaptation pour l'écran.
Et La Sarzenne, son premier roman, est paru, lui, chez VLB, toujours en octobre, donc il y a quelques semaines à peine. Alors, Émilie Ayavi, le micro est à vous. Bonsoir. Je suis bien honorée d'être ici. Alors, je vais commencer tout de suite les extraits. L'épinette noire, gloire de la préhistoire, est une antenne qui nous relie à l'éternité. Elle nous insuffle une sagesse morose, une mélancolie du long cours. C'est l'arbre sur lequel je m'appuie, là où je repose mon esprit, mon dos brisé, mes jambes mortes. L'arbre sous lequel je bois ma tasse de thé, résolu, fatigué, heureux devant le petit feu qui sent si bon. Épinette noire de la Sainte Corneille, épinette de l'écho du corbeau, bois de chauffage, épinette morte, perche de la maison conique, épinette de la boucane rassurante, bois dense et précieux qui consume le carburant des rangs solaires, tuer le nord dans toute sa vérité épineuse. Ce serait une politique originale que de te sacrer arbre national, car c'est toi la petite, la rugueuse, la dépeignée, la mine de rien. C'est toi la petite Saint-Michel de la misère qui fait le pays si grand. C'est toi qui brûle. C'est toi que l'on récolte sans délicatesse avec des machines effrayantes. C'est toi le beau bois que nous avons dit si laid. C'est toi qui te tiens droite, qui te tiens croche, et c'est encore toi qui prie pour nous. C'est un extrait de la prière de l'épinette noire. Aimant la jeunesse, dite l'Albanie. Merci, chère Albanie. Merci si notre main n'a pas toujours battu si fort sur ton chemin. Si notre enthousiasme, ignorant trop encore, n'a pas comme il devait salué ton aurore. Si nous n'avons pas su découvrir sur ton futur, si nous n'avons pas su découvrir sur ton front, ta future couronne à ton premier fleuron, si ton aube a pâli par notre indifférence, oh, tu te venges bien, grande âme, et ta vengeance éclate aux yeux de tous, sans fiel et sans rancœur, belle comme ta voix, noble comme ton cœur. Louis Fréchette, 29 mars 1883. Madame Montour, il lui était si aisé de se fondre dans la nature humaine, elle passait d'une culture et d'une identité à une autre, bafouant les convenances d'une société cruelle, brisant, pulvérisant les certitudes tranquilles des sectaires et des racistes. L'histoire a toujours eu le rôle des gens ordinaires, alors même que ce sont eux, souvent, qui en sont les véritables acteurs. Marie-Joseph Angélique. La dite accusée a été déchaussée, mise sur le siège de la question par le tortionnaire et après avoir été attachée à la manière habituelle avec les brodequins serrés, la dite accusée a dit qu'elle n'a point connaissance de personne et que ce n'est point elle. Après avoir été serrée par le coin, a dit « Je veux mourir. C'est moi et point d'autre personne. » Interrogatoire sur la torture, 21 juin 1734. Elles ont fait l'Amérique. Faire dans le sens de parcourir, faire dans le sens de tisser. Faire est un bien grand mot. L'Amérique est si vaste. Elles ont fait dans le sens d'avoir été, d'avoir survécu, surnagé. Elles sont si nombreuses à ne pas avoir fait les manchettes de l'histoire. Elles sont si nombreuses au peloton des sacrifices, au foyer de la résistance, sur le palier de l'invisible exploit. Les femmes sont absentes de l'histoire, ne le dit-on pas assez. Les Amérindiennes, certainement, mais aussi toutes les autres, sans distinction culturelle, canadiennes, anglaises, noires, françaises, métisses. Ici, dans ce livre, vous les verrez apparaître, ces femmes de tous horizons. Elles nous reviennent comme un écho puissant, comme de profondes impressions. Elles nous reviennent en des portraits bouleversants, de touchantes esquisses. Pourquoi, mon Dieu, avons-nous oublié de si belles parties de nous-mêmes?
Marie Awaya Dorion n'était pas une sénatrice. Marie Brazeau ne sera jamais canonisée. Madame Montour n'a pas écrit de livre. Chana Ditit ne savait pas écrire, mais elle dessinait bien. Et Françoise-Marie Jacquelin se battait comme un pirate des Caraïbes. Aucune n'est fiction. Toutes ces femmes ont existé. Les portraits étonnent. Il y a dans le présent livre 15 dimensions de la vie féminine. Nous n'avons pas opté pour une présentation des personnages en ordre chronologique. S'il est une logique sous-jacente dans ce classement forcément curieux, c'est celle de la dérive dans l'espace américain. Les femmes furent de grandes voyageuses. Elles ont de tout temps sauté bien des clôtures, de Dawson au Yukon jusqu'en Virginie, de Terre-Neuve jusqu'en Californie. Femmes des bois, sauvagesses, guerrières, militantes, artistes, exploratrices, femmes d'affaires, personnages inimaginables, oui, elles ont aussi fait l'Amérique. Une Amérique qui nous échappe. L'historien ne retrouvera pas ici les balises rassurantes de ces références, de ces preuves, manières et raisonnements. Il sera facile aux pointilleux de reprendre les récits un à un, chipotant sur un détail, disputant ceci ou cela, entreprise bien inutile aux yeux des auteurs qui admettent la relative vérité de tout leur dit et écrit. Et s'il est vrai que les histoires nationales sont des mensonges énormes, s'il est vrai que chacun y va de son mythe déformant, alors autant choisir des fables et les choisir avec soin. Autant retenir les plus belles, les plus grandes. Dans ce livre, comme de raison, l'intention des auteurs est bonne. Au fond, quelle est la nature de l'exercice? Voyez-y la mauvaise humeur d'un américanisme déçu. Ces histoires que je raconte, que les auditeurs aiment tant, ce sont celles que j'aurais voulu entendre lorsque jadis on s'avisa de m'enseigner l'histoire du Canada. Mais on ne l'a pas fait. Notre fille est d'origine chinoise, mais elle ressemble à s'y méprendre à une petite Inou de Mingan. Une beauté suprême qui résume le nord entier du lac Baïkal en Sibérie jusqu'au lac Pitisikappo au Labrador. Comme quoi le sujet se creuse et s'approfondit. Tombée dans la soupe québécoise des Lévesque Bouchard, éduquée à la petite école de ce village des Laurentides où nous avons choisi de vivre, qui est-elle? Et ses parents? Sommes-nous de Voltaire, de Lao Tzu ou de Donnacona? Notre fille étudie les Iroquoiens à l'école et quand elle joue dans la forêt avec ses amis, elle construit des maisons longues. Sans le savoir, elles refont l'Amérique. Bonsoir. Merci beaucoup pour la très belle lecture. Alors, je voulais juste faire un petit contexte. Le passage que je vais lire est tiré de mon livre La Sarzenne et il met en scène une mère de première génération d'immigrants qui est passionnée par l'histoire du Québec et qui va parcourir les rues pour comprendre pourquoi il n'y a pas plus de rues qui ont des noms de femmes. Et elle s'inspire beaucoup des personnages qui ont été cités tout à l'heure. Un jour, après avoir lu la brève biographie d'Isabelle Cook-Montour, la Sarzenne avait supplié sa mère de l'accompagner dans une randonnée toponymique pour découvrir les lieux de la ville qui portaient son nom. Fatoumbaye ne connaissait pas le personnage. Elle en avait d'autres à faire découvrir à sa fille. Simone Monet-Chartrand, la battante, Elsie Réfort, la jardinière qui avait su faire pousser le pavot bleu de l'Himalaya en Gaspésie, Pauline Julienne, la québécoise burkinabé, et toutes celles dont les noms attendaient d'être cochés sur leur liste. Et bien sûr, Madeleine Parent, à qui Fatoumbaye vouait une admiration sans borne, en raison notamment de son engagement syndical. Mais la petite s'était accrochée à son Isabelle Elisabeth
et en avait fait une lubie. Fatou Mbaye s'était laissée convaincre et ensemble, elles avaient cherché le lieu consacré à Isabelle Cook-Montour ou Elisabeth Cook. Fatou Mbaye s'était prise d'affection, elle aussi, pour cette femme qui appartenait à deux mondes différents, parfois opposés, et qui avait vécu sa vie très pleinement à en croire ce que disaient les livres. Et quand elle avait compris qu'aucune rue ne portait son nom dans Montréal, elle l'avait passionnément proposé à la commission de toponymie. Donc ça, c'était le passage tiré de mon livre. Le deuxième texte que j'aimerais lire, c'est une lettre posthume que j'ai écrite à Serge Bouchard dans Lettres québécoises. Alors, l'idée m'a été proposée par Melika Abdelmoumen, puis au début j'avais refusé parce que je trouvais que c'était un honneur trop grand pour moi. Et je me suis dit que justement, c'était peut-être l'occasion ou jamais de dire à Serge Bouchard combien il m'avait inspiré dans mes livres, autant le premier que le deuxième. Vous êtes dans ma demeure, lettre à Serge Bouchard. Les personnages dans mes nouvelles étaient habitués à vous écouter, Serge, à vous parler. Aujourd'hui, la réalité rejoint la fiction. En imaginant mes créations si proches de vous, il y a 5 ans, je ne pensais pas avoir moi-même un jour cet honneur. Accepter de vous écrire cette lettre, Serge, c'est accepter de me dévoiler. Et quand on m'a proposé de le faire, j'ai mûri quelques jours le refus poli que je préparais d'abord avant d'accueillir ce cadeau. Oserais-je débuter avec des vers extraits du poème Souffle de Birago Diop? Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Entends la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. J'aime imaginer, Serge, que vous êtes quelque part dans cette nature que vous aimiez tant et que je connais si peu. J'aime imaginer que les quelques fois où je réchappe du tumulte de la ville, grâce à elle, c'est votre voix que j'entends, dans le souffle du vent et dans le bruissement des arbres. Mes parents sont de la même génération que vous. Moi ici, eux là-bas au Sénégal. Cet été, le karma, comme vous disiez vous-même, m'a fait retourner au pays, pour un temps si bref, hélas. En une semaine, je n'ai pu voir mon père que quelques heures. Nous les avons passées à discuter, sans jamais vraiment nous rappeler les sujets que pourtant, par courriel, nous nous promettions toujours d'aborder. Un après-midi, la veille de mon départ, il m'a remis ses albums aux photos jaunies et racornies. Nous les avons commentés, nostalgiques. Je riais, me revoyant petite fille, et je pleurais parce que ce patrimoine faisait écho à sa démarche commencée 5 ans plus tôt, quand il me léguait toute sa collection de Tintin. Il faut que vous compreniez, Serge, qu'étant petit, mon frère et moi, nous n'avions pas le droit de toucher une seule de ces bandes dessinées, tant mon père, ardent collectionneur, évitait que nous les abîmions. Ces albums, à présent, sont passés à la postérité. Ils sont lus et relus par mes enfants. C'est comme cela que j'imagine la transmission de votre héritage à ces Afro-Québécois dans ma demeure. Qu'est-ce qu'une petite fille et un petit garçon de 10 et 7 ans comprennent et comprendront de Serge Bouchard? Ils saisiront la beauté de ce qui a été avant eux, ici sur cette terre où j'ai choisi de leur donner des racines. J'aime surtout imaginer que vous êtes là, à travers ces récits de Marie-Joseph Angélique, Madame Montour, le sieur de la véranderie, et tous ces personnages dont je m'abreuve et dont j'irrigue l'imaginaire de mes Afro-Québécois. En 2022, mes racines québécoises auront 15 ans. Me demander de vous écrire une lettre posthume, c'est m'obliger à regarder mon parcours, à m'arrêter pour souffler. Moi, québécoise d'origine sénégalaise, immigrante de première génération, enseignante, auteure, que transmettrai-je à mes enfants? Je voudrais les modeler passeurs de mémoire. Et cette mémoire sera alimentée par vos textes,
vos histoires et la conscience aiguë que le Québec, c'est bien plus que ça, bien plus qu'ici, bien plus que maintenant. Mais peu importe ce qu'ils seront, l'essentiel, c'est ce qu'ils feront de cette mémoire-là. Au fond, vous étiez le témoin invisible de mon enracinement. Je dis bien enracinement, je ne dis pas intégration. Et oserais-je vous l'avouer, dans mes moments de doute intense, quand je me demande si vraiment mes petits Afro-Québécois ont leur place ici, c'est votre voix qui me ramène vers la rive. C'est cela que je veux leur transmettre de vous. Laissez-moi vous confier que c'est à vous et à mes amis métis, Jacqueline et Roland de Jonquière, que je dois d'avoir ressenti ce besoin impérieux de mieux connaître les Premières Nations. À Obidjouane, je me rappelle mon élan freiné par tous les cerbères du bon sang. Une femme seule sur une réserve, une femme noire en plus, si jeune, tu es folle. Et si j'avais accepté cette offre d'enseigner dans la communauté Atikamekw? En lieu et place des regrets, j'ai préféré continuer à vous suivre à travers votre voix et vos personnages. Comme mes parents qui m'ont conduite vers la liberté en m'initiant à la lecture et à l'écriture, vous m'avez enracinée ici, au Québec. Et ces racines, mes enfants, grâce à vous, sauront comment les arroser. Grâce à vous, mes enfants savent qu'eux aussi feront l'Amérique. Merci. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Merci, Ayavi, c'était superbe. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ce soir, j'ai envie de le croire, tiens. Né à grand-mère, cet auteur d'une discrétion légendaire, c'est le moins qu'on puisse dire, aura laissé une œuvre qui oscille entre le cynisme, le corrosif, le tendre, beaucoup. Une œuvre où l'absurde côtoie une érudition profonde. Observateur attentif du genre humain, ce traducteur et concierge a flirté avec le polar, avec la science-fiction, le fantastique, la littérature jeunesse, beaucoup. Il a publié en tout 11 romans qui lui ont gagné un public de fidèles et même de très fidèles qui continuent à faire rayonner son œuvre. Il a remporté le prix des Horizons imaginaires en 2018 pour Les Rivières, le prix des libraires du Québec jeunesse en 2019 pour le livre Où la poule meurt à la fin, le prix du gouverneur général 2020 littérature jeunesse pour Lac Adélard et de nouveau le prix des libraires jeunesse en 2021 pour le même Lac Adélard. François Blais nous a quittés le 14 mai dernier. Toujours dans une logique d'héritage, on va entendre Hélène Buguin. Après une maîtrise en littérature à l'Université de Montréal, Hélène Buguin a entrepris un doctorat en études françaises à l'Université de Sherbrooke, coordonné des spectacles littéraires et publié des textes dans plusieurs revues. En 2021, Hélène Buguin faisait paraître Une morsure chez Delbusso, un recueil qui jette un regard cru sur la condition féminine et sur la sexualité. On y explore les dangers de se définir dans le regard de l'autre. Émilie, et puis ensuite Hélène. Prologue. Les adjectifs qualificatifs. Ce n'est pas pour faire mon intéressante, mais je pense que Jude et moi, on est malheureux. L'envie de partir est certainement le symptôme le plus commun du malheur. C'est épais du monde malheureux. Ça pense que ça existe pour vrai, changer le mal de place. Ça s'imagine toujours que le bonheur est ailleurs. Ça veut prendre des nouveaux départs, remettre le compteur à zéro, partir pour mieux se retrouver et toutes ces niaiseries-là. On vivra comme des rentiers et on aura des lapins. Continue, Georges. Dis-moi que ce qu'on aura dans le jardin et les lapins dans les cages et la pluie en hiver et le poêle et la crème sur le lait qui sera si épaisse qu'on pourra à peine la couper. Raconte-moi tout ça, Georges. OK. On ne peut pas vraiment parler de nouveau départ dans notre cas, puisque tout ce qu'on veut, c'est aller passer un mois à Bird in Hand. Mais ça nous suffit, vu qu'on est juste un petit peu malheureux. Tout ce qu'on est, on l'est juste un petit peu. Quand j'ai dit ça à Jude,
Je pense bien qu'on est malheureux, mon gars. Il m'a certainement ri au visage et m'a traité de gothique. J'ai répliqué, tu crois qu'on est heureux alors? Mon Dieu, non, où est-ce que tu es allé pêcher une idée pareille? Et c'est là qu'il m'a exposé en long et en large sa théorie comme quoi les adjectifs qualificatifs n'auraient été créés que pour désigner une poignée de personnes, les cas extrêmes. On les emploie par commodité ou par paresse, mais si on se donne la peine d'y réfléchir, on se rend vite compte que la grande majorité des gens à qui on les applique ne les méritent pas. On passe notre temps à dire un tel est un type brillant, ou plus souvent, un tel est un imbécile, mais en réalité, on ne rencontre presque jamais de type brillant dans la nature, d'imbécile non plus. Il existe bien des idiots universels, comme on dit qu'il y a des génies universels, des Léonard de Vinci à rebours, des virtuoses de la bêtise, mais ils sont à peu près aussi rares que les aveugles de naissance ou les nains. L'immense majorité des personnes qu'on croise dans une journée n'auront jamais une pensée en propre de leur existence, tout en étant parfaitement capables de résoudre le sudoku de la presse. De la même manière, les gens en général ne sont ni moches ni beaux. Ils sont quelconques et on ne parvient à les trouver excitants qu'avec de l'alcool ou du romantisme ou un mélange des deux. Ça, c'est Jude qui le dit. Moi, même ronde comme une barrique, je pense jamais proche de trouver qui que ce soit excitant. Il admet tout de même que les choses ne sont pas parfaitement symétriques, qu'on trouve toujours un plus grand nombre d'individus à l'extrémité négative du spectre. Plus d'idiots que de grands esprits, plus de laidrons que de pétards, et bien sûr, plus de malheureux que d'heureux. Mais selon lui, cela ne nous concerne pas personnellement. On a des croûtes à manger si un jour on veut prétendre au malheur. Voilà qui me rassure. C'était document 1 de François Blais. Merci. Ça va bien? OK. Une petite mise en contexte, moi aussi, je pensais jamais lire ce recueil de poésie-là dans un spectacle portant sur François Blais, mais j'ai écrit ce recueil-là pendant que je faisais mon mémoire sur François Blais, sur Document 1, sur le retournement de l'ironie comme moteur narratif. Donc, il m'a accompagnée en bruit de fond un peu. Puis, en relisant mon recueil pour ce soir, je me suis dit, ah, mais il y a vraiment beaucoup de François Blais dans ce recueil-là, finalement. Au niveau de l'ironie, au niveau, vous l'avez entendu, de cette espèce d'humour un peu acide, mais quand même lucide. Donc, je vous ai sélectionné une partie de mon recueil que je trouve qui tombe sous ça, la lucidité un peu ironique. Ça s'appelle Vacuité. Nervosité sous l'ongle, sous la dent, pression pour que j'éclate, mais mon corps reste entier. Je me débat sans bouger, tout m'agresse, la musique trop forte, la faim, la soif. Toujours trop froissé, culbuté, toujours trop tangible. Je cours toujours le risque de m'échapper. Je ne sens plus rien qu'un mal de cœur, que l'équilibre rompu. Ma peau veut sortir de ma peau. Je confie à la fin apprivoisée la constellation de mes serments. Je décolle lentement le gras de mes nostalgies, un mensonge pour empêcher mes dieux de fendre. Si tension engloutie cogne en démangeaison, tu me dis craquement et je cherche un sens nouveau, une détonation. J'ai un dossier en toxicomanie et l'amour en collagène. La tristesse facile, le poème redondant. Crier, oui, mais pas comme ça, pas ici, pas sans rien. S'il faut déposer nos névroses calcinées, j'irai m'étendre tordue en fil de fer. J'habite les concessions cédées à l'inconscience, comme autant de parlements fébriles, j'interroge l'abattement, la déchirure, le nirvana.
Je ne sais plus si je m'économise ou me réduis. Une frontière compliquée, le raisonnement par la voix. C'est l'anecdote des yeux fuyants, le poème des doigts enfoncés, ce crissement obstiné, un chant de ventre qu'on assomme. Je mâche des clous croyant diluer ce goût amer et inconnu. Ces griffes qui remontent mon corps avant toi portaient le nom d'un autre. Je creuse l'abandon en terrier, j'y amalgame mes paniques. J'ai menti. Ce goût n'est pas nouveau, mais il m'étonne chaque fois comme une première claque au visage. Respiration écorchée aux extrémités du sinistre, un mot et mes os s'enragent, ça prend une morsure. Entre les cuisses, le glissement du tonnerre bleu sous l'orage décomposé. La nuit est une mue perpétuelle et incomplète. J'ai coulé la nuit sous ma paume. J'ai tué mes gencives, croyant placer le mal ailleurs. Tes doigts au fond de ma gorge fouillent les nerfs ordinaires. Tu dis que je suis belle quand je pleure. Tu frôles la limite et le mercure est une révolte enfoncée dans les cuisses. Il me semble être né à même les vagues, à même le sol, là où pourrissent les restes d'une fable avortée, être né pour me confondre avec le lac élastique. Quand la délivrance se fait attendre, je ravale mes souffles courts. Sur mon épitaphe, écrivez que c'est l'amour qui m'a tuée. J'ai l'impression que je vais mourir et pourtant je meurs tous les jours. Mets ta main sous ma mâchoire et je me sens éternelle. Car un soir je mourrai du bout des doigts, je serai assouplie et emmurée. Je ne sais pas encore à quoi je penserai ni à qui j'en voudrais. Pour l'instant, j'échymose. Je compte les drames, le temps que toutes ces niaiseries-là finissent par faillir. Merci. One kind of favor I ask of you. A kind of favor I ask of you. One kind of favor I ask of you. See that my grave kept clean. Two white horses in a line. Two white horses in a line. Two white horses in a line into my burial ground. Paul Carniello. Merci. Ouf. Il a enseigné la littérature
au collège Lionel Groux. Et mon Dieu, qu'il a aimé son travail d'enseignant. Je sais qu'il a marqué beaucoup, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Il en parlait beaucoup de ce travail, avec passion. Il a publié dans les revues Nuit Blanche et L'Hurelu, notamment. Il a fait paraître aux éditions du Boréal Ma vie Rouge Kubrick. C'est certainement un titre qui vous dit quelque chose, que vous avez peut-être bien lu. C'est en 2014, livre qui lui a mérité le prix des libraires du Québec. On suivit Owen Hopkins Esquire en 2016 et Fait par un autre en 2021. Puis, ultimement, il y a eu un livre-testament écrit en quelques semaines à peine, pour ne pas dire quelques livres à peine. Un livre miracle, j'ai envie de dire, Ma fin du monde, toujours chez Boréal, à lire si ce n'est fait. Simon Roy, notre cher Simon, nous a quittés le 15 octobre dernier. Marianne Marquis-Gravel enseigne la littérature au cégep Lionel Groux, elle aussi. Elle vient de faire paraître Dans la lumière de notre ignorance chez Le Méac, un livre que je ne saurais trop vous recommander. Aujourd'hui, évidemment, on l'accueille comme autrice, comme héritière. On l'accueille d'abord et avant tout comme amoureuse de Simon. Et la dernière fois que j'ai vu Marianne, je viens de penser à ça, c'était autour d'une table. C'était un repas auquel Simon était présent. Et c'est avec énormément d'émotion et puis de joie aussi que je te compte parmi nous ce soir, Marianne. On va d'abord entendre Émilie avec les mots de Simon. Tu partages ton temps entre le collège où tu enseignes et l'hôpital. Depuis 11 jours déjà que les événements tragiques se sont précipités. Déjà 11 jours. Et pourtant, seulement 11 jours, penses-tu, désorienté. Tu serais porté à croire que tu es dans la tempête depuis des mois, tellement chaque tranche de 24 heures est chargée d'émotions et de décisions délicates à prendre. Il y a eu le choc éprouvant de voir celle au sein de laquelle ta propre vie a commencé il y a 42 ans, passer juste devant toi sur une civière. Tu faisais les 100 pas dans le couloir de l'urgence de l'hôpital lorsque tu l'as vue être transportée par hasard, sous ton nez, poussée sur une civière, pâle et inconsciente, en provenance de la salle d'examen, où les rayons X ont photographié l'ampleur des dégâts jusque vers la salle de réanimation. Tu ne l'as pas même reconnue sur le coup tellement elle était mal en point, ravagée. Elle avait pratiquement l'air d'une centenaire, elle qui fut à l'époque si belle. Tu comprends, dès cet instant décisif, que plus jamais tu ne pourras aller te réfugier dans ses bras réconfortants. Tu n'as pas été admis avant quelques heures interminables dans la salle de réanimation. Un antidote venait de lui être injecté pour évacuer les médicaments qu'elle avait avalés la veille, le 11 février maudit, après votre toute dernière conversation. Une quantité considérable de pilules. Les dommages pourraient s'avérer irréversibles dans l'éventualité où l'on arriverait par miracle à la sauver. Dans son marasme, ta mère aura oublié qu'une physiothérapeute était censée passer chez elle le mardi matin pour une séance d'exercice de rééducation de sa hanche gauche. Réapprendre à marcher, mais d'abord avec un appareil orthopédique. Toc, toc, toc. Voyant qu'il n'y avait pas de réponse après quelques coups frappés à la porte de l'appartement, la physio s'est tournée vers la voisine qui venait de se montrer le bout du nez. D'abord réticente, l'amie de ta mère a fini par céder aux appels insistants de la physio pour qu'elle lui ouvre la porte avec la clé de secours que ta mère lui avait laissée. Carmen avait le choix. Soit elle obtempérait, soit la physio allait faire appel au service d'urgence pour forcer la porte. À grands coups de hache, ne peux-tu t'empêcher de penser? La carte de crédit découpée au ciseau sur la table de cuisine annonçait le pire. Le corps de ta mère était étendu sur son lit et par-dessus les draps pas même défaits, des pots et des pots et des pots de médicaments vidés. Les ambulanciers les prendront avec eux pour guider dans leur traitement les médecins de garde à l'urgence de l'hôpital. Comme des pièces à conviction. Mais aucune lettre. Décidément, il va falloir combler les trous toi-même.
Mais tu connais les grandes lignes de ce triste synopsis. En jetant une chape noire sur les souvenirs mauvais de sa petite enfance, ta mère a emporté du coup avec elle tout un pan de ta mémoire. Celle de l'époque bénie où tu étais trop jeune pour te souvenir. La disparition d'une mère, c'est la suppression vers l'oubli définitif d'un large rayon des premières années d'une vie. 5. Film filtre. Un professeur peut-il trouver un intérêt à enseigner à satiété telle œuvre sans que quelque chose de profond habitant celle-ci provoque des échos chez lui? Pourquoi scruter un tel film ou tel texte plutôt que tel autre? Et pourquoi y revenir année après année, semestre après semestre? Forcément, il doit y avoir quelque chose d'incarné, d'intimement ressenti, un lien passionné, voire passionnel entre l'enseignant et la production artistique étudiée. Sinon, à quoi bon? On a parlé depuis Sainte-Beuve de la critique biographique, où l'intellectuel appuie son point de vue sur des éléments de la vie de l'auteur pour apporter un éclairage pertinent sur l'œuvre. Connaître dans les grandes lignes, tout comme dans les détails, la vie de Balzac pour être à même de mieux juger de la recherche de l'absolu ou de la cousine bête. Car « je » n'est pas toujours nécessairement un autre. Est-il ainsi quelque chose de similaire en enseignement? Comme une sorte de pédagogie biographique, une forme d'égocentrisme très subtil qui ferait parler le prof de lui-même à travers les textes ou les films qu'il étudie et analyse? L'examen des œuvres est alors inévitablement soumis au tamis de la conscience de celui qui les pose comme sujet d'étude. On peut même extrapoler et aller jusqu'à dire que des œuvres finissent par teinter, voire façonner certains aspects de la personnalité de leurs lecteurs, et à plus forte raison, des professeurs qui développent une réflexion soutenue et approfondie à leur sujet, comme une lente et insidieuse contamination. Et c'est cette maladie que le maître s'évertue à transmettre en toute bonne foi à ses étudiants. J'ai dû voir The Shining au moins une quarantaine de fois. D'abord partiellement, alors que j'avais environ 10 ans. Tu aimes les glaces, canard? Par la suite, quelquefois par pure curiosité personnelle, puis régulièrement comme professeur. Un peu toc moi-même, j'aime prétendre que j'ai vu ce film 42 fois, même si je sais que c'est bien davantage. Comme une certitude qui prend doucement forme, je me rends compte que l'intérêt partagé par mes étudiants et moi pour cet excellent film ne peut être la seule raison pour laquelle je remets systématiquement cette œuvre de Stanley Kubrick dans mon syllabus. Une lassitude aurait dû me gagner depuis longtemps si The Shining ne portait pas en lui les symptômes tragiques d'une fêlure qui m'habite. Au contraire, c'est comme si la pénétration profonde de ce film de Kubrick permettait d'intégrer des éléments troubles de mon histoire personnelle, de ma généalogie macabre. Comme si je retrouvais dans les couloirs labyrinthiques de l'hôtel Overlook les silhouettes fantômes de mon passé familial. Revoir et revoir et revoir encore The Shining n'a rien d'un pensum. C'est au contraire une manière d'apprivoiser l'horreur, de dégager de ce scénario homicide un possible dénouement heureux. Dans le film de Stanley Kubrick, comme dans le roman de Stephen King, dont il est librement inspiré, le fils et la mère échappent in extremis à la hache de ce Jack assassin. Voir, analyser, revoir et suranalyser The Shining. Tout cet examen approfondi de cette œuvre magistrale équivaut à laisser derrière moi un fil d'Ariane permettant de retrouver sain et sauf le chemin en dehors du labyrinthe étouffant de l'hôtel Overlook, fuyant la bête colérique qui nous pourchasse, ma mère et moi, depuis 1942. Comme le petit Danny qui retrouve son chemin hors du labyrinthe végétal en marchant à rebours dans ses propres traces, je devrais, guidée par les enseignements terrifiants du Shining, revenir sur un passé pénible pour retrouver l'issue vers la lumière et me sortir tout seul de ce bourbier. Esthétiser la souffrance pour ne pas avoir à regarder l'horreur dans les yeux. Passer au crible, décanter, filtrer. Et comme Danny Torrance, ruser à mon tour.
esthétiser la souffrance pour faire ricocher l'impact en mettant entre l'horreur réelle et mon esprit tenaillé un film de 144 minutes. Question de lui faire absorber le plus brutal du choc. Maman aurait peut-être bien dû, elle aussi, trouver refuge dans une œuvre tampon plutôt que se laisser envahir par le lierre vigoureux de ses souvenirs mauvais. Qui sait, peut-être les métastases de l'âme ne se seraient-elles pas répandues avec la même virulence? Contrairement à ma mère, jamais je ne dois perdre de vue le fil d'Ariane. La seule issue heureuse consiste à avancer obstinément vers la lumière. Apprendre à marcher avec mes cicatrices ouvertes. Je n'ai guère le choix. Je dois laisser les rayons du soleil pleuvoir sur moi, comme les versets d'un ciel irradiant, d'un magnifique rouge Kubrick. Ma vie rouge Kubrick de Simon Roy. Bonjour. Moi, je vais vous lire 4 courts chapitres de mon livre qui n'est rien d'autre qu'une lettre d'amour à mon chum. La Duperie. Croyez-vous à la prédestination? Pensez-vous que nous naissons avec une trajectoire inévitable? Ou, au contraire, pensez-vous qu'on a le pouvoir de casser le destin et de se choisir? Ce n'est pas la première fois que j'enseigne ma vie rouge Kubrick. Ce n'est pas la première fois que je discute avec les étudiants des thèmes qui te sont chers, du suicide de ta mère, de ta manière d'avaler le drame par la littérature, de la fonction cathartique de l'art. Ensemble, nous réfléchissons aux questions fondamentales que pose le livre. Je change la diapositive projetée au tableau. Sur l'écran, une citation tirée de ton livre. Contrairement à ma mère, jamais je ne dois perdre de vue le fil d'Ariane. La seule issue heureuse consiste à avancer obstinément vers la lumière. Apprendre à marcher avec mes cicatrices ouvertes, je n'ai guère le choix. Je dois laisser les rayons du soleil pleuvoir sur moi. Quand j'ai préparé mon cours il y a plus d'1 an, j'ai pris soin de mettre en caractères gras et d'une couleur différente les expressions « contrairement à »,« jamais »,« obstinément » et « je dois », pour faire remarquer aux étudiants que le narrateur du roman est résolu à se sortir du cycle de la souffrance familiale. Je leur parle de la métaphore du labyrinthe qui exprime pleinement cette détermination, du fil d'Ariane qui permettrait aux personnages, comme Thésée, dans la mythologie, d'enfin émerger des dédales de son historique douloureux. Plus je parle, plus j'ai l'impression moi-même de faire la trajectoire inverse et de m'enfoncer profondément dans les couloirs obscurs de la mystification, dans la forêt dense et sournoise du leurre de la littérature. Je ne le dis pas à mes étudiants, mais je prends devant eux pleinement conscience de l'hypocrisie de l'art. Harmonie. Un peu de musique, mon beau? Je n'arrêterai pas de te parler. Même si je n'attends plus de réponse, même si je ne sais pas si mes mots se rendent à toi. Même si je ne te reconnais plus dans ce corps exsangue et ce regard absent. Même si ce qui reste de toi est à peine l'écho de ton essence, je n'arrêterai pas de te parler. Comme tous les soirs, j'éteins les lumières, allume la petite lampe située sur la table de chevet, me faufile doucement sous les draps et me presse contre ton corps. Je pose légèrement ma tête sur ta poitrine, l'oreille sur ton cœur, qui bat à chaque jour avec moins d'ardeur que la veille. Du haut-parleur, les chansons de notre liste musicale s'acheminent paisiblement jusqu'à nous. Aucune d'elles n'est insignifiante. Chacune a son histoire, sa source singulière, renvoie à des moments précis de notre récit. Me reviennent par bribes les scènes de notre vie qu'elles ont accompagnées. J'écoute la musique et les battements de ton cœur en harmonie fragile. J'écoute, les sons se distancient, la résonance s'atténue. Puis un moment, la musique,
seulement la musique. Daniel, I'm home. Le garçon a froid. Il sent ses orteils s'élancer dans ses souliers de feutre noir et ses oreilles éclatent d'un rouge vif, d'un rouge brûlant. Or, son envie de prolonger le moment est trop forte. Son attirance étrange pour le lieu, trop énigmatique. Alors il reste, planté bien droit dans la neige, fixant l'entrée du labyrinthe bordé d'un long corridor de cèdre, desquels émane une odeur réconfortante. Une odeur qu'il connaît bien et qui l'attire. Même s'il fait nuit, le lieu est lumineux, incandescent. Il appelle furieusement le garçon qui se sent attiré comme un aimant vers l'arche de bois qui en forme l'accès. Il fait de plus en plus noir, de plus en plus froid, et le jeune homme devra se hâter de faire un choix. Pourtant, au fond de lui, tout semble déterminé depuis le début, comme s'il avait toujours su qu'il s'enfoncerait un jour, lui aussi, dans ce lieu, qu'il marcherait avec aisance dans les pas profonds de sa mère. Cet univers l'apaise. Après tout, c'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il a toujours connu. C'est le lieu aux abords duquel il le sait maintenant comme une certitude, toujours erré. Il comprend que malgré ses ambitions, il ne s'est jamais vraiment éloigné de l'endroit qu'il perçoit aujourd'hui comme sa maison. Il fait quelques pas hésitants, puis devient plus confiant. Il avance maintenant avec assurance, content du retentissement sourd que ses semelles produisent à chacune de ses foulées dans la neige. Plus il s'en approche, plus le garçon est happé par la beauté du lieu, son odeur, ses échos, sa clarté, sa structure même. Il les reconnaît comme s'ils appartenaient à un rêve récurrent. Mieux encore, comme s'il les avait habités. Le garçon a froid, il sent sa tête entièrement engourdie comme paralysée par le gel extérieur. Mais le garçon sait que ce n'est plus pour longtemps, car il avance vers la lumière de ce monde connu qui saura l'accueillir à bras ouverts parmi les siens. Le trait d'union. Je sais que tu ne mourras pas. Chaque fois que j'entendrai une des chansons de notre liste musicale à la radio, en entrant dans une boutique ou à la télévision, je ressentirai la douce emprise de ta main sur ma cuisse. J'entendrai ta voix qui fredonne des inepties sur l'air de la musique pour me faire sourire. Puis l'éclat significatif de ton rire cristallin. À chaque foulée de mes skis sur la piste, à chaque chute embarrassante dans la neige, je te verrai au-devant te retourner et me toiser de tes yeux brillants, dont l'expression conjugue parfaitement l'amusement et l'attendrissement. L'envie à la fois de rire et de m'aider doucement à me relever. Sera alors tendu vers moi un bâton imaginaire sur lequel je m'appuierai et qui m'entraînera avec force vers le haut. Puis je repartirai loin, loin devant. Chaque fois que j'entrerai dans une classe, épuisée et lasse, je me rappellerai que j'exerce le plus beau métier du monde et que je n'ai pas le droit de bousiller le temps précieux qui m'est attribué avec les étudiants. Par ton souvenir, je trouverai le moyen de faire différemment, de faire mieux qu'une transmission passive de savoir. À ton image, je voudrais atteindre les étudiants jusque dans le noyau de ce qu'ils sont et ne savent pas encore qu'ils sont. Avec chaque livre de ta bibliothèque que j'ouvrirai, je lirai à travers tes yeux et tenterai de deviner les pensées qui t'ont pénétré à la lecture de ces mêmes lignes dans un autre espace-temps. Je sais que souvent, je tomberai pile. Après tout, le temps et l'espace sont étrangers à notre essence. Chaque fois que j'hésiterai, que je buterai, que je serai près d'abdiquer, tes mots bruts réverbéreront à mes oreilles et me fouetteront pour que je galope, bravant le mauvais temps jusque dans mes exploits les plus lumineux, que je te devrai alors en toute conscience. Parce que nous sommes fusion, parce que tu fais partie intégrante de moi, parce que nous nous sommes absorbés dans un cocon partagé qui nous a fait passer dans un même souffle de chenilles à papillons, je sais que tu ne mourras pas.
Il n'était pas prévu qu'on entende de la musique à ce point-ci, mais Paul et moi, d'un regard, on a décidé que ça prenait un peu de musique pour avaler tout ça. Merci, Marianne. Merci. Entre La Belle Bête, paru en 1959, et les 10 romans du cycle Soif, des années après, et jusqu'à ce fragment d'un livre en chantier paru il y a quelques semaines à peine, Augustinio ou l'Illumination, elle a tissé l'une des œuvres les plus significatives de la littérature québécoise. Marie-Claire Blais nous a quittés le 30 novembre 2021. Ça va faire un an d'un jour à l'autre. Mais le cœur de son œuvre n'est pas prêt de cesser de battre. Quelques titres marquants. Une saison dans la vie d'Emmanuel, prix Médicis en 1966. Tête blanche en 1980. Pas 1980, Tête blanche. C'est plus tôt, non? Oui. Ça doit être 1960, en fait. Non, 1900... J'ai sans doute dit une bêtise de retranscription. Manuscrit de Pauline Archange, 1968. Dans la foudre et la lumière, 2001. Naissance de Rebecca à l'ère des tourments, en 2008. En tout, plus de 20 romans, 5 pièces de théâtre, des recueils de poésie. De très nombreux prix, dont 4 prix du gouverneur général, je pense que c'est un record. Le prix Athanase David, le Grand Prix du Livre de Montréal et tant d'autres. C'est une œuvre qui est à l'écoute des marginaux, des fragiles, des révoltés. C'est une œuvre à l'écoute de l'enfance et de ses monstres aussi. Une œuvre où la tendresse surgit d'où on ne l'attend pas, bien souvent. J'ai envie de saluer Jean Bernier, ici, son éditeur et ami, qui nous fait le bonheur d'être avec nous ce soir. Merci d'être là, Jean. Un des héritiers de Marie-Claire Blais, c'est Kevin Lambert. Kevin Lambert, qui a grandi au Saguenay, qui vit maintenant à Montréal, qui est incontestablement une des figures littéraires les plus éclatantes de sa génération. Son premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué, est une petite merveille, finaliste au prix Médicis, prix découverte du Salon du Livre Saguenay-Lac-Saint-Jean. On suivit Querelle de Roberval, prix SAD, sélection du Médicis, et tout récemment Que notre joie demeure, paru aux éditions Héliotrope, comme ses autres livres. Tout comme Marie-Claire Blais, Kevin Lambert, lui aussi creuse les thèmes de la marginalité, des inégalités, des luttes sociales. Alors, Émilie et ensuite Kevin, à votre tour. La vie s'était écoulée de seconde en seconde, pensait Daniel. Il savait que désormais, il ne pourrait plus s'écrier, en prenant les mains de Suzanne entre les siens, « Vous écrirez encore, vous ne cesserez jamais d'écrire. » Il n'était alors qu'un jeune homme vénérant la maturité dans l'écriture de Suzanne et la nature voluptueuse et charmante d'une femme qui le dépassait en âge et en connaissance et dont la présence, en ces jours où il écrivait son premier livre, était l'accompagnement d'un ange, quand pendant ce temps, le critique Adrien, le mari de Suzanne, se préparait à l'écorcher vif de sa laconique critique du livre à venir. Adrien n'en ferait peut-être qu'une bouchée dans son sadisme, oui, ne fallait-il pas le redouter? « Oh, j'écris encore mon journal », avait dit humblement Suzanne, derrière le paravent chinois. Seule, oui. Et surtout, j'écris à mes filles qu'il y aura un jour devant moi cette porte de Dalette. C'est le nom qu'on donne à cette entrée. Dalette, qui ressemble à une porte close. Et j'aurai droit à cette porte. Derrière cette porte, je verrai la lumière. Ce sera une lumière dans toute sa transparence, sans aucun fragment noir. Non, un ruissellement de lumière. Dalette. Je leur écrirai qu'il ne faut pas avoir peur, que là où je serai bien. Je leur dirai aussi combien je les aime. Le nom de cette porte est Dalette. Daniel croyait réentendre la voix de Suzanne. Ou bien cette voix était-elle désormais en lui? Non pas affligée, mais conciliante. C'était ainsi, pensait Daniel. C'était inéluctable. Il ne déjeunerait jamais plus avec Suzanne dans cette éblouissante lumière de midi sur la mer. Bien sûr, avec le déroulement des années, on ne peut savoir ce qu'il va devenir de chacun de nous. On ne peut savoir. C'est le plus secret des mystères.
Et Daniel entendait encore la voix de Suzanne. C'était une voix joyeuse, car il faisait si beau en ces jours-là, près de la mer. Suzanne déclarait qu'elle n'écrirait plus, mais que chaque instant de sa vie n'en serait pas plus intense et plus précieux. Mon petit Daniel, croyez-moi, l'intensité de mieux vivre, n'est-ce pas pour moi qui suis une femme, la réalisation de mon affranchissement, de mon refus de toute servitude? Depuis quelques mois, j'ai l'impression d'écrire dans l'ombre de mon mari, sans aucun rayonnement personnel. Peut-être ai-je la sensation, et je ne puis dire cela qu'à vous, Daniel, oui, la sensation qu'Adrien se moque un peu de moi, bien que pourtant rien n'y paraisse. Mais tout était différent quand nous avions 20 ans. Il n'y avait alors aucune ombre. Nous n'étions que deux jeunes poètes, des apprentis égaux. Et puis soudain, Adrien eut beaucoup de succès. Et que faisais-je là? Seul à écrire derrière le paravent chinois qui me séparait de sa pièce de travail. Il y avait ce dessin de lotus blanc sur le paravent. La philosophie bouddhiste chinoise m'apprenait déjà à renoncer, mais les femmes, lorsqu'elles sont sensibles et douées, renoncent toujours trop tôt. C'est ce que je viens d'écrire à mes filles. Que de contradictions, n'est-ce pas? Elles, je sais, ne renonceront pas. Ce fut trop facile pour moi de choisir le bonheur, car l'écriture était une ombre sur notre bonheur, à Adrien et à moi, et je ne voulais peut-être qu'être heureuse. Sans éprouver tout ce déchirement de l'écrivain, sans doute ai-je agi par égoïsme. Alors, ne me plaignez pas, mon petit Daniel, je fus une femme très aimée, trop peut-être, dans un sens qui fut contraire à l'amour tel que je l'imaginais dans ma jeunesse. Mais, je vous le répète, tout est si contradictoire dans ce que je vous avoue aujourd'hui. Un jour, plus tard, vous écrirez tout cela. Et Suzanne ne se trompait pas, pensait Daniel, amie sublime, compagne mûre dirigeant ses premiers travaux, lisant son premier livre avec son esprit critique nuancé, Suzanne habitait déjà son âme et l'âme de ses livres. Il ne cessait d'en faire le portrait, d'ouvrir ce nœud des contradictions de son caractère ou du caractère de ses passions profondes, l'écriture ou l'amour ou l'écriture. Et soudain, il y avait eu ce mot, Daleth, la porte devant laquelle tous les vivants s'arrêtent, entendent leur respiration qui ne s'exhale plus de leur corps, entendent aussi l'arrêt du cœur et son cri mât. Daleth, c'était le mot que Suzanne avait écrit à ses filles. Vous savez bien, mes chères filles, vous tous, mes enfants adorés, que là où je serai toujours avec vous, car c'est là un ordre immuable que nos pensées, aux uns et aux autres, elles ne s'arrêtent pas avec les battements du cœur. Non, ce qui est la vie et sera toujours la vie. C'est un extrait, Une réunion près de la mer, paru en 2018. Et c'est ainsi notre marche lente sur cette terre. Nous avons besoin des uns et des autres au-delà du temps qui nous est prêté. C'est une phrase tirée de Naissance de Rebecca à l'ère des tourments en 2008. Bonsoir. Je vais commencer avec un tout petit extrait d'un texte que j'ai écrit en hommage à Marie-Claire pour la revue Spirale. Augustino n'avait pas fini de nous parler, de faire résonner ses visions prophétiques. Marie-Claire Blais non plus. Elle préparait son retour. Je l'imagine visitée par son personnage. Augustino revient d'Inde. Il a le visage bronzé, les yeux fatigués. Il demande refuge à sa porte. La colère ne se devine pas chez ce garçon blond, léger, magnifique. Bientôt, les rejoignent Petite Cendre, Fleur, Chuan s'assoit sur le sofa.
Mélanie, Renata et Carlos autour de la table, mère fume dehors. Toutes sont là pour nous rappeler que la communication existera toujours entre les vivants et les morts. Augustino, où qu'il soit, communique encore avec Marie-Claire. René, le doyen de ses personnages avec ses 93 ans, celui qui apparaît dans son dernier roman Un cœur habité de mille voix, vieil homme trans sentant la fin venir, pense qu'on désire parce que l'on aime, on désire, et puis plus rien. C'était elle, le cœur habité de mille voix, l'ange gardien qui donnait à tant de gens le droit d'écrire, mais surtout d'exister. Je vais lire un extrait de mon dernier roman que j'ai écrit en nageant dans le fleuve qui est le cycle Soif. Voilà. WeBuy avait choisi les ateliers CW pour son nouveau siège social de Montréal, mais ce n'était pas le projet dont avait rêvé Céline Wachowski. Elle avait voulu donner à la ville sa place des arts, sa grande bibliothèque, son pont Champlain. L'une de ses universités ou l'un de ses gratte-ciels, elle avait voulu signer de son nom un bâtiment iconique qui établirait la renommée et la silhouette de la métropole, un édifice qui attirerait les touristes de partout dans le monde et scellerait une sorte de reconnaissance mutuelle entre la ville et son architecte. Elle avait rêvé au début de sa carrière d'être ce nom qu'on associerait immédiatement à Montréal, comme Le Corbusier à Chandigarh ou Miss Van der Rohe à Chicago. Elle travaillait depuis ce que les spécialistes appelaient sa période résidentielle, à donner à ses constructions ce puissant effet d'attraction qui leur permettait de figurer sur les pages touristiques de toutes les villes où Céline Wachowski avait signé un grand projet. Sa firme avait changé le skyline de San Francisco et ajouté sa touche discrète à ceux de New York et de Bangkok. Leur musée figurait parmi les plus visités à Los Angeles et à Tokyo. L'architecture qui l'intéressait, celle au fondement de la mission des ateliers CW, était un art du peuple. L'architecture n'était-elle pas la forme d'expression artistique la plus lourde, la plus massive, la plus coûteuse, la plus dépendante de la sphère politique, mais aussi la plus accessible et la plus démocratique à la fois? Un bâtiment, Céline voulait le croire, pouvait métamorphoser la vie des gens, l'énergie d'un quartier, inscrire un peu de beauté dans le quotidien des hommes et des femmes qui croisaient son chemin. Son art demandait énormément de moyens, mais il possédait aussi ce pouvoir d'alléger la souffrance et de briser la linéarité des existences, de susciter des émotions profondes et enfouies, de donner aux individus cette impression de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Le chantier qu'elle mènerait pour Montréal, l'un des derniers projets d'envergure sur lequel elle travaillerait avant sa retraite, serait un partenariat public-privé qui ne correspondait pas au contour de l'emporte-pièce que Céline s'était forgé pour découper la pâte vive de sa mémoire affective. Le client ne souhaitait pas s'installer au centre-ville, trop usé, trop vu, trop touristique à son avis. Not attractive enough for our workers from San Fran and Seattle. WeBuy n'était pas intéressé par l'idée d'un gratte-ciel. Le nouveau siège social se situerait à l'écart des circuits touristiques et des lieux les plus fréquentés. Il restait à trouver le terrain, mais le centre-ville, tout ce qui se situait entre le fleuve et l'avenue Van Horn, à moins d'une occasion exceptionnelle, était écarté. Céline avait commencé les études de faisabilité avec un deuil à faire. Le deuil d'une idée floue, inaboutie, et peut-être d'autant plus difficile à oublier qu'elle n'avait pas connu de forme concrète. Céline avait amorcé une pénible chasse pour traquer les ramifications de ce rêve pâli. Ce bâtiment fantôme apparaissait à l'horizon de tant d'autres plans. Ces sculptures de verre et de bois s'étaient construites sur la ruine de ce vieux rêve inabouti, qui avait changé d'emplacement 1000 fois, chaque fois qu'une mise en vente ou qu'une démolition lui parvenait à l'oreille. Le bâtiment conservait, malgré sa présence disparate, une unité fournie par sa douloureuse inexistence. Le trait commun qui rassemblait toutes les esquisses mentales et les dessins croqués dans des petits carnets n'était rien de plus que cette absence, cette négativité vertigineuse, ce trou dans la créativité de Céline n'était-il pas le caractère le plus imposant du monument fantasmé? Une vacuité infinie formait l'armature de cet édifice qui lui pesait sur les épaules et qu'elle traînait partout avec elle. Son chef-d'œuvre existait dans les limbes de son imagination. Il était, pour cette raison, plus vrai que beaucoup d'autres maisons que Céline avait conçues du sous-sol au grenier. Et maintenant, il fallait tout oublier, recommencer à neuf. Ce rêve qui avait connu tellement de noms différents, de formes temporaires, elle devait l'oublier. Voilà, merci. Merci, merci, merci. J'ai envie de dire que ce soir, par les mots, il n'y avait que des vivants ici, que des très vivants. Merci à Hélène Buguin, Aya Villec, Marianne Marquis-Gravel et Kevin Lambert. Coup de chapeau ému à François Blais, Serge Bouchard, Simon Roy et Marie-Claire Blais.
Merci à Émilie Bibeau, Paul Carignello. Vous avez été lumineux. Je m'appelle Tristan Malavoie. Merci de votre écoute, de votre présence. Bon Salon du Livre.